If the whole world went organic, in 10 years, we could reverse climate change. Bienvenue sur Radio Recyclerie, le podcast des idées, des débats et des écologies, à écouter en accès libre sur larecyclerie.com. Lors de cet entretien avec Jean-Marc Gansil, nous parlons écologie radicale et cause animale. Bonjour Jean-Marc Gansil. Bonjour. Vous êtes militant, animaliste et auteur. À la Recyclerie, ça fait un bout de temps qu'on suit vos travaux. C'est un vrai plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Merci d'être là. Plaisir partagé. Merci beaucoup de me proposer cet échange. Alors, il y a 3 ans, vous publiez Ne plus se mentir, un livre choc et une indispensable autocritique, je dirais, de la cause écolo. Aujourd'hui, est-ce que vous auriez de nouvelles lignes à ajouter ? Probablement, je pense que quand j'ai écrit ce livre, c'était en 2019. En tout cas, il est sorti en 2019. C'était le fruit d'une réflexion et d'une expérience riche sur le terrain, au service de la transition, comme on dit. Et je dirais les réflexions que suscitaient à l'époque en moi les impasses auxquelles on était confrontés se sont finalement confirmées ces 4 dernières années ou ces 3 dernières années. Donc si je devais réécrire ce bouquin, je dirais vraiment ne plus se mentir, quoi, puisque le ferment de mes convictions s'est consolidé d'une certaine façon, a été confronté à une réalité que j'avais imaginée à l'époque et qui malheureusement s'est renforcée, des inerties, des verrouillages, des illusions qui sont toujours là et qui bloquent les prises de conscience et les actions que j'estimais à l'époque déjà nécessaires et qui me semblent toujours urgentes à prendre, mais malheureusement, je trouve qu'on tourne beaucoup en boucle. Pour vous, la plupart des écolos se bercent un peu d'illusions, on manque de lucidité face à l'urgence. C'était un peu le constat et le propos de ce bouquin, effectivement. Il y a beaucoup de pensées magiques, beaucoup d'illusions, beaucoup de leurres, beaucoup de méthodes couées, je trouve, dans la façon dont on aborde ces questions. Pas d'analyse profonde des tenants et aboutissants des crises dans lesquelles nous sommes, des systèmes de domination qui empêchent l'avènement d'un certain nombre de changements. En tout cas, l'analyse de ces systèmes de domination était rarement faite, mal comprise. Il y avait beaucoup de naïveté, je trouvais, chez les jeunes militants, ou moins jeunes d'ailleurs. Et ce que j'avais voulu faire à l'époque avec beaucoup de modestie, qu'il ne s'agissait pas d'être donneur de leçons ou d'asséner des vérités, mais c'est en tout cas de livrer des réflexions qui m'animaient à l'époque et qui m'animent toujours pour essayer effectivement de faire ce travail de lucidité et d'analyse de la situation dans laquelle nous sommes pour voir clairement là où on peut avancer et là où il ne faut peut-être pas s'acharner parce que voilà, la situation est ce qu'elle est. Et évidemment, vous invitez à l'action par les 3 piliers de lutte que vous plébiscitez dans cet ouvrage. La sobriété individuelle, la résilience collective et les luttes directes contre les projets destructeurs. Est-ce que vous pensez que l'action directe est encore trop peu utilisée ? Elle est inexistante en fait. Je pense que malheureusement, et je me mets dans le lot, on a un petit peu la désobéissance civile pour vous ? Ça reste un concept, ça reste un mot, ou en tout cas lorsqu'elle s'exerce, elle est assez inoffensive. Elle n'a pas changé fondamentalement la donne, loin de là. Je m'étonne même, et c'était déjà le cas à l'époque, qu'on ne voit pas plus de mouvements radicaux, activistes, je vais même dire terroristes, au sens où certains pourraient les qualifier, en tout cas avec du sabotage, avec vraiment de l'empêchement d'agir de certaines sociétés, ou voilà, des choses qui auraient pu germer, qui ont germé dans le milieu animaliste par exemple, à certains égards, mais qui n'ont pas véritablement germé dans le milieu écolo, où on reste sur des actions qui sont souvent de l'ordre du symbolique, très cosmétique, et qui, s'ils empêchent une journée, un chantier, ne vont pas fondamentalement et durablement empêcher les destructions. Voilà. Alors, on peut me rétorquer que sur Notre-Dame-des-Landes ou Europa, je ne sais plus quel était le nom du projet. Europa City, il y a eu quand même des luttes qui ont réussi, et c'est vrai. J'aurais souhaité, en tout cas, je pense qu'il aurait fallu ou il faudrait que ces actions-là se systématisent et se développent un peu partout. Or, elles restent marginales, très ponctuelles. Et c'est loin d'être la façon dominante d'agir aujourd'hui. Est-ce qu'on n'intellectualiserait pas trop dans le milieu écolo ? On voit que chaque année, de nouveaux livres, par dizaines, par centaines peut-être, sont publiés sur ce besoin de se reconnecter à la nature, au vivant. Est-ce qu'on n'est pas trop finalement dans nos bouquins ? Peut-être aussi à écouter nos podcasts, on en fait aujourd'hui, et pas assez sur le terrain ?
Je ne sais pas si on peut opposer les deux. Je pense que c'est très bien d'avoir de la matière pour réfléchir. Mais je pense que cette matière doit être pertinente, doit être juste, doit être éclairante, doit être lucide. Et c'est sans doute ça qui manque. Il y a évidemment beaucoup de bouquins qui sortent et beaucoup de bouquins qui finalement ne traitent pas les sujets de façon fondamentale. Je crois qu'il n'y a pas de bouquins plus puissants que ceux qu'ont publiés les pères de l'écologie, comme pouvait l'être, par exemple, je suis en train de lire Le Feu Vert ou relire Le Feu Vert de Bernard Charbonneau. Voilà, tout est dit déjà dans ces bouquins-là et de façon extrêmement puissante et extrêmement argumentée. Donc là, c'est une critique de la société industrielle en Oui, train de mais naître. plus globalement même du mouvement écologiste tel qu'il était déjà en train de s'amorcer. Voilà, je crois qu'aujourd'hui, on est toujours en train de se raconter des histoires en fait. C'est pas de l'intellectualisation comme vous l'avez dit, c'est plutôt continuer à se bercer d'illusions, continuer à se déculpabiliser un peu, continuer au forceps à développer des visions positives. Tout ça peut-être pour maintenir un espoir qui, plutôt que de susciter l'action qu'il faudrait véritablement enclencher de façon très déterminée, on va dire délocalise le problème ou en tout cas le reporte sur d'autres ou laisse espérer des événements extérieurs et exogènes qui régleraient le problème finalement pour se donner bonne conscience. C'est souvent comme ça que les choses, je trouve, opèrent aujourd'hui. Et je me mets une fois de plus dans l'eau, on est tous finalement en train de se trouver des bonnes excuses pour ne pas se mettre en danger. Et ce qui nous manque probablement tous, c'est aujourd'hui le courage de défendre les idées qui nous animent et de se mettre en danger pour faire advenir un autre monde. On n'est plus aujourd'hui suffisamment impliqué, déterminé, conscient, ou en tout cas fou peut-être, mais dans le bon sens du terme, pour s'opposer véritablement à ce qu'on dénonce à longueur de temps. Et face à la machine destructrice, on a tout de même des formes d'action, on pourrait peut-être appeler des actions pansements qui se mettent en place. Par exemple, on va organiser des petites collectes pour ramasser des déchets, on va créer des refuges LPO dans nos petits jardins. Mais est-ce qu'on prend le mal à la racine ? La réponse est dans la question. Probablement pas. Ça reste effectivement des choses extrêmement anecdotiques qui donnent l'illusion de l'action, l'illusion de l'engagement, qui sont pas neutres. Ou pas, on va dire, totalement négatifs, évidemment, mais qui sont très très loin de répondre à l'ampleur du problème et des enjeux. Moi, je ramène souvent ça à la question effectivement animale, qui me préoccupe et m'anime énormément aujourd'hui. Il y a énormément de personnalités publiques dans l'écologie mainstream, des philosophes ou des penseurs qui appellent systématiquement à se reconnecter au vivant, et la plupart d'entre eux ne sont même pas végétariens. Enfin, il y a une incohérence absolument totale qui, à mon avis, est extrêmement représentative de cette schizophrénie dans laquelle nous sommes. Alors la question animale, on va largement l'évoquer un peu plus tard dans ce podcast. J'aimerais qu'on revienne une dernière fois sur Ne plus se mentir, et un passage qui résonne particulièrement aujourd'hui. Comme en temps de guerre, toutes nos forces humaines, financières, organisationnelles, technologiques et scientifiques devraient être employées à préserver les écosystèmes, à préparer l'autonomie énergétique, à garantir la sécurité alimentaire, à faire accepter les inévitables restrictions de notre confort matériel, à préserver et à rationner les ressources vitales, à réduire les flux de biens, à favoriser les mutualisations et les partages, à répartir équitablement l'effort de guerre, à prévenir les risques que subissent d'ores et déjà des centaines de millions de nos frères humains sur le front, à accueillir dignement les premières victimes du champ de bataille. Qu'est-ce que ça vous fait de réentendre ce passage aujourd'hui ? Eh bien, c'est vrai que j'avais été extrêmement marqué par cette idée qu'effectivement, face à un danger aussi puissant qui menace notre survie même, ça nécessite des moyens qui sont à la mesure du danger, à la mesure du défi. Donc c'est une immense restructuration du système. Une immense restructuration du système et surtout des actions de prévention, de mobilisation, des actions courageuses qui visent, comme je le disais là, à rationner, à préparer, à interdire, à contingenter, à prévoir, à faire en sorte que chacun ait suffisamment l'essentiel face aux pénuries qui s'annoncent. Et évidemment, la guerre nous rattrape aujourd'hui. J'étais bien loin de penser qu'on serait dans cette situation à l'époque, mais ça ne fait que conforter mes convictions qui sont aujourd'hui les mêmes et qui d'ailleurs se sont encore plus affirmées puisqu'on parle dorénavant de pénurie alimentaire potentielle, d'explosion du coût des matériaux et de l'énergie. Donc on change d'air incontestablement, on sera dans des temps
plus difficile, avec des tensions qui vont se multiplier, avec des foyers, on va dire même de conflits, comme on le voit ici, qui pourraient se répandre. Donc, plus que jamais, tout ça nécessite de changer nos modes de vie, de changer notre façon d'être au monde. Et ce passage que j'avais un peu oublié, effectivement, je trouve, résonne encore assez justement aujourd'hui. Et croyez-vous encore en la possibilité d'une grande prise de conscience avant que n'arrivent les premiers grands chocs liés à l'effondrement écologique en France ? Non, pas du tout. J'y ai jamais vraiment cru, en fait. Et chaque jour qui passait et chaque désillusion me confortait dans l'idée que finalement, cette prise de conscience ne se ferait qu'en contact du réel et au contact des inévitables effondrements qui vont survenir et arriver dans les prochaines années. Donc c'est face à la nécessité qu'on va finalement s'adapter. Ça a peut-être toujours été le cas, et l'illusion dans laquelle on était, que cette prise de conscience, on parlait souvent du monde d'après pendant la pandémie, allait survenir comme ça, comme par magie. En fait, chacun se maintient dans son petit confort et préserve ses égoïsmes pour lui, pour sa famille, pour ses proches, au détriment d'une vision d'intérêt général qui pourrait profiter à tous. Voilà, on est tous dans ces dérives-là, dans ces travers-là, et donc quand on sera confronté à l'inéluctable, on n'aura plus le choix, tout simplement. Mais ça fera des dégâts d'ici là. Alors on va vraiment maintenant se concentrer sur la question animale. Est-ce que la 6e extinction de masse que nous provoquons est une forme d'autodestruction ? Absolument. Beaucoup l'ont bien décrit, l'ont bien documenté. On dépend fondamentalement de la vitalité des écosystèmes, dont dépend aussi la vie de ceux qui les habitent, qui les occupent, les espèces végétales et animales. Donc plus on détruit consciemment et volontairement, puisque c'est le cas aujourd'hui, ces vies animales et végétales, plus on nuit à la fonctionnalité des écosystèmes, plus ceux-ci ne sont plus en mesure de nous fournir, on va dire, les fameux services qu'ils rendent à l'humanité. Et vous mettez ce mot entre guillemets, les services. Oui, j'aime pas l'idée d'avoir une forme d'utilitarisme et de donner un objectif, on va dire, très anthropocentré à la nature qui serait là pour nous servir et pour nous alimenter. Voilà, on fait partie d'un tout et on est dépendant de ce tout, très interdépendant avec ce tout. Et donc, on a aussi de la considération à avoir à égalité avec les non-humains qu'avec les humains. Et c'est quelque chose que notre humanité a sans doute perdu en cours de route, très largement, ne pensant qu'à elle-même dans un égocentrisme qui devient aujourd'hui effectivement suicidaire. On est pris dans notre propre piège, en quelque sorte. Est-ce que c'est une forme... Est-ce que c'est un manque d'intelligence de notre espèce, peut-être, de se prendre les pieds comme ça dans son propre piège ? En tout cas, on pourrait s'interroger, effectivement. Alors, l'intelligence, c'est un concept un peu difficile à définir. Elle est justement souvent attribuée aux humains. C'est pour ça que effectivement, j'appuie volontairement là-dessus. En tout cas, effectivement, on est très égocentré, très focalisé sur notre propre espèce. Et on a perdu effectivement la considération pour tout le reste, et ça nous amène à saper tout simplement les conditions d'habitabilité de cette planète pour nous-mêmes. Donc c'est totalement stupide, et puis éthiquement parlant, c'est tout sauf justifiable. Les animaux conscients comme nous et qui ressentent également des émotions pour certains d'entre eux et une vraie forme d'intelligence ont un droit équivalent à vivre au nôtre, et donc aujourd'hui les exploiter, les oppresser, on va dire exercer une cruauté incommensurable sur des dizaines de milliards d'entre eux est quelque chose qui devrait nous interroger au premier chef. Pour la philosophe Corinne Pelluchon, qu'on a eu la chance de recevoir aussi à ce micro, la cause animale est vraiment une cause stratégique. Est-ce que pour vous aussi c'est une cause très stratégique pour faire avancer la cause écologique de manière plus large ? Vous allez même jusqu'à dire que c'est peut-être notre dernière chance de survie dans votre livre Carnage. C'est ce que j'allais dire. Pour moi, c'est même au-delà du stratégique, c'est ontologique. Il y a quelque chose de fondamental dans le respect du vivant, et au-delà de ça, dans le fait de laisser les autres espèces tranquilles. Je suis même, pour ma part, convaincu que c'est effectivement la dernière frontière, la dernière utopie qu'on peut nourrir. C'est là où je fonde encore un minimum d'espérance. C'est que
Pourquoi ? J'imagine qu'un monde débarrassé de l'exploitation animale changerait fondamentalement la relation qu'on a déjà entre nous. L'entre-exploitation des humains entre eux est quelque chose qui aussi est né de cette cruauté qu'on a pu exercer sur d'autres espèces sur lesquelles on s'est fait la main. Nous sommes des animaux, faut-il encore le rappeler ? Absolument, nous faisons partie du règne animal. Et la façon dont on a organisé cette exploitation, cette cruauté, dont on sait créer des besoins artificiels pour justifier de les massacrer, aujourd'hui est quelque chose qui nous entraîne vers le gouffre, puisqu'évidemment on a détruit, comme vous le disiez, l'essentiel de la vie sauvage des vertébrés, ou en tout cas des mammifères sur cette planète, qu'on les a substitués par du bétail. 2/3 aujourd'hui des oiseaux de ce monde sont des poules, 3/4 je crois des vertébrés sont du bétail. Donc on est face à quelque chose d'assez hallucinant, où finalement la biomasse sauvage est la portion congrue, alors qu'on a totalement colonisé son milieu et qu'aujourd'hui, comme on le disait précédemment, on nuit fondamentalement à la façon dont les écosystèmes qui nous supportent vont pouvoir encore tourner. Donc oui, pour moi, cesser immédiatement, si c'était possible, cette exploitation des non-humains aurait des effets quasi immédiats sur la fonctionnalité des écosystèmes, sur la considération qu'on peut avoir entre nous-mêmes, apaiserait le monde, j'en suis absolument convaincu, et garantirait peut-être des conditions de vie viables à moyen terme. Et tout nous pousse à nous diriger dans cette direction. On a les vidéos de LD 214, les scandales des trafics d'espèces. Mais l'oppression des animaux se perpétue chaque jour. Vous citez un chiffre dans votre livre Carnage. Dans le monde, 2 millions d'animaux sont exterminés chaque minute. La machine est bien huilée et continue son avancée. Ben oui, ça c'est le fameux spécisme dans lequel nous sommes. Hein. On a créé un monde dans lequel on crée des hiérarchies sur des critères totalement arbitraires et qui continuent à justifier qu'on soumette et qu'on extermine d'autres êtres vivants. Donc on est là dans quelque chose d'assez terrible qui prend des proportions hallucinantes, puisque je cite quelques chiffres, mais on est sur des milliers de milliards d'animaux si on comptabilise les poissons qu'on extrait de l'océan ou qu'on massacre sur Terre avec des effets, des conséquences qui sont multiples, notamment sur la déforestation. Pour nourrir ces bêtes, on fait de la monoculture qui ravage les forêts amazoniennes. On occupe un espace qui pourrait être dévolu à des cultures végétales dont nous pourrions nous suffire pour nourrir tout le monde. Donc on crée un immense gaspillage de ressources et puis je dirais une oppression qui ne peut plus aujourd'hui avoir quelque justification que ce soit. Et vous parlez aussi de la nécessité de libérer des espaces pour la faune sauvage, en citant notamment le biologiste Edward Wilson qui préconise de réserver la moitié de la Terre à un réensauvagement, même si le mot est difficile en ces temps de présidentielle. Est-ce qu'on a besoin à nouveau de prendre des mesures radicales pour la libre évolution des espèces ? Eh bien, certains s'y collent déjà. Hein. On pense à l'ASPAS, à d'autres initiatives au niveau mondial qui, évidemment, sanctuarisent un certain nombre d'espaces pour que la faune sauvage puisse se reconstituer. C'est dans le domaine dans lequel je travaille aujourd'hui quelque chose qu'on a vu aussi avec la faune marine, la mégafaune marine, les baleines. On a quasiment exterminé toutes les baleines du globe au milieu du XXe siècle et on a décidé dans un ultime sursaut, de cesser la chasse industrielle à la baleine. Et aujourd'hui, les populations se reconstituent. Les populations sont de plus en plus nombreuses, en tout cas de baleines à bosse et de baleines bleues. Et puis, ces énormes cétacés contribuent à la fertilisation des océans et donc au bon fonctionnement de la machine climatique qui stocke notamment le carbone dans ces vastes étendues bleues. Donc voilà, tout est lié, tout est interdépendant et on voit qu'on est capable finalement, en sanctuarisant ces espaces, en laissant un peu de territoire à d'autres espèces, on est capable de retrouver une forme d'équilibre qui nous est également profitable. Alors est-ce qu'il faut sanctuariser la moitié de la planète ? C'était la proposition d'Edward Wilson. Moi, ça me paraît assez sympa. Alors on va ensuite dire qu'il y a des peuples qui vivent dans ces endroits, qu'on va mettre ces endroits sous cloche, que c'est encore du colonialisme vert. J'en suis pas tout à fait certain. Je pense que c'est notre intérêt. Donc il faudrait qu'on se penche très sérieusement sur cette question, mais on voit qu'il y a énormément évidemment de résistance et que c'est de l'ordre de l'utopie aujourd'hui. Et en vous écoutant, j'ai l'impression que c'est pour vous une forme de lueur d'espoir, cette capacité qu'a le vivant à se régénérer sur Terre ou dans les océans. Vous étudiez ça dans le cadre de votre travail ?
Oui, évidemment, là j'ai cité le cas des baleines, mais il est extrêmement parlant, très emblématique aussi. C'est des animaux auxquels on est très attaché. Et malgré, je dirais, l'attachement qu'on peut avoir pour ces animaux, on les a quand même massacrés jusqu'à leur quasi-extinction. Maintenant qu'elles sont protégées, maintenant que la chasse a quasiment cessé autour du globe, on voit qu'en l'espace de quelques décennies, elles ont quasiment repris leur niveau d'avant la chasse industrielle. Donc certaines espèces sont extrêmement fertiles et vont réussir finalement à retrouver des viabilités qui vont assurer leur durabilité sur cette planète pour peu que les menaces qui pèsent sur elles soient minorées et pour peu que surtout on les laisse tranquilles, on leur laisse de l'espace, alors que nous on a tendance à vouloir tout coloniser, être partout et utiliser toutes les ressources à notre profit. Voilà. La présidentielle approche. Le bien-être animal est pour la première fois pris au sérieux, on peut le dire, et mentionné dans la quasi-totalité des programmes des candidats. Est-ce qu'on peut s'attendre à des avancées significatives lors du prochain quinquennat, selon vous ? Incontestablement, autant je pense qu'on va avoir beaucoup de mal à sortir d'une société carbonée, en fait, cette fameuse société thermo-industrielle dans laquelle on est totalement englué, voilà, qui détermine tous nos déplacements, tous nos modes de travail, toutes nos façons d'habiter. On est extrêmement lié à la disponibilité de l'énergie fossile aujourd'hui. Et s'en extraire, c'est extrêmement difficile et ça sera douloureux et long. Or, sur l'aspect de la condition animale et notamment de l'alimentation qui est liée souvent, parce que on l'aborde parfois et le plus souvent sous cet angle-là, on peut s'en extraire extrêmement facilement et ça peut tout changer. C'est-à-dire que l'impact de la fin ou de la baisse d'une alimentation carnée a des effets colossaux sur le climat, notamment sur l'occupation des terres, sur le gaspillage des ressources ou le non-gaspillage des ressources. Et ça, c'est un sujet qui peut faire levier sur beaucoup d'autres défis, beaucoup d'autres enjeux. Donc, c'est pas anodin que les candidats commencent à en prendre conscience, et ça, il faut le saluer. Certains le font beaucoup plus sérieusement que d'autres. Je pense qu'on peut être relativement confiant justement dans le sérieux des programmes que certains candidats ont affichés sur ce sujet-là. Et du coup, oui, je fonde un certain espoir, on va dire, dans le fait que ça puisse changer un peu la donne. Pas toujours dans le sens qu'on imagine, notamment la fin de l'industriel ou de l'élevage industriel. Voilà. C'est pas pour demain. C'est pas pour demain. Mais je pense qu'on peut, en tout cas, amorcer quelque chose qui, à mon sens, peut être le véritable changement de paradigme qu'on appelle toujours de ses voeux. Voilà. Donc, est-ce que les candidats iront aussi loin que leurs promesses le laissent entendre ? Je ne sais pas. En tout cas, il y a un chemin qui s'amorce et il est vraiment à saluer. Jean-Marc Gansil, vous écrivez dans Carnage: pour dépasser l'indignation stérile qui détruit et qui enferme, nul autre choix que de transformer cette prise de conscience en engagement en faveur d'une vie. Est-ce que vous avez eu un déclic majeur lors de votre parcours ? C'est une question qu'on pose souvent, qu'on m'a souvent posée. Pour l'enjeu écologique, j'ai tendance à rappeler un film, ça va paraître un peu neuneux peut-être, mais j'ai été très marqué par Danse avec les loups. J'ai été adolescent à l'époque et ce rapport qu'avaient les Indiens avec le reste du vivant est quelque chose qui m'a profondément bouleversé et touché à l'époque. Et peut-être que c'est une graine qui a germé depuis. Pour ce qui est de la condition animale, c'est le parcours de Paul Watson chez Sea Shepherd qui m'a inspiré beaucoup. C'est une personnalité dont le discours résonnait beaucoup chez moi. Le courage aussi, peut-être. Le courage, évidemment, de s'interposer. La considération pour les animaux sincères et la cohérence de cet engagement qui ne restait pas cosmétique, pas symbolique, qui s'exprimait dans toutes les parties de sa vie, de son engagement, jusqu'à aussi tout simplement être végane, puisque c'est juste logique de se battre pour cette cause sans le faire serait totalement contradictoire. Donc je trouve que son parcours, son histoire, la façon qu'il a, très simple, avec des mots extrêmement compréhensibles, d'illustrer cette interdépendance qui nous tient, et la façon d'agir avec succès, puisqu'on peut quand même lui accorder le fait que les Japonais aient abandonné la pêche industrielle, la chasse industrielle à la baleine en Antarctique. Sea Shepherd y est pour beaucoup, en ruinant, je dirais, la rentabilité économique de cette pêche, en empêchant qu'elle se déroule dans de bonnes conditions. Donc oui, incontestablement, Paul Watson et Sea Shepherd ont été des sources d'inspiration très fortes.
Et il signe une très belle préface. Oui, alors j'étais Dans vraiment Carnage. honoré. J'ai eu l'occasion de l'accueillir à Darwin à l'époque, de le voir à La Rochelle à une conférence. Puis je suis très proche de Lamia Essemlali qui a fait le lien avec Paul au moment où j'ai souhaité qu'il puisse préfacer cet ouvrage. Donc je suis très honoré qu'il l'ait fait avec des mots qui finalement se suffiraient à eux-mêmes. Une fois qu'on a lu cette préface, finalement on a compris la substantifique moelle de la suite de Carnage. Je m'inscris vraiment dans cette lignée et j'aimerais qu'il y ait beaucoup de Paul Watson partout, sur tous les enjeux, sur tous les sujets, et qu'il soit aussi déterminé et cohérent qu'il a pu l'être. Dernière question. Comment voyez-vous le monde dans 20 ans, en imaginant que nous ayons eu le courage, justement, de prendre un tournant radical et de bâtir une société libérée du spécisme et des autres formes de domination? Alors ça, c'est vraiment un exercice de science-fiction, hein. Je crains que évidemment, cette utopie soit complexe à faire advenir. En ce qui concerne par contre le spécisme, ou en tout cas une partie de la souffrance animale que constitue notre alimentation, elle est peut-être pas si... elle est peut-être à portée. Parce que moi, je suis assez convaincu qu'on va assister dans les 20 prochaines années, à une faillite de l'élevage. Parce que c'est une déperdition économique. de ressources. Alors, économique déjà, puisque aujourd'hui l'élevage vit beaucoup grâce aux subsides. Les éleveurs sont pour beaucoup dans la misère. Donc c'est quelque chose qui n'est ni socialement viable, ni humainement souhaitable. Mais surtout, alors on sait tout simplement qu'on ne peut s'en passer de viande, donc c'est déjà une très bonne raison pour que l'élevage périclite, même si je crains que beaucoup de gens aient du mal à se passer de ces protéines. Et justement, pour ceux qui voudraient conserver cette alimentation-là, il y a aujourd'hui des alternatives et des technologies, j'ose le mot, qui permettent tout simplement de produire des protéines carnées sans souffrance animale. La fameuse viande de culture qui fait si peur à certains, c'est tout simplement pour moi un espoir. Parce que c'est la perspective de débarrasser le monde des abattoirs et de la souffrance qu'ils induisent, tout en produisant les protéines équivalentes, avec le même goût, avec la même richesse nutritive, en se débarrassant de cette exploitation. Donc, c'est pas une utopie aujourd'hui, c'est quelque chose qui a déjà cours, notamment à Singapour. Il y a déjà des poulets de synthèse, comme on dit, même si le terme est, à mon avis, assez inapproprié. En tout cas, des protéines carnées qui sont produites en laboratoire, qui font le job et qui permettent d'éviter que ces pauvres animaux soient exploités comme ils le sont aujourd'hui. Et ça s'accélère à tel point que je pense que d'ici 20 ans, on saura maîtriser ces technologies et que celui qui aura à faire le choix entre une viande d'abattoir et toute la cruauté et tous les impacts écologiques que ça suppose et une viande qui a été produite comme ça avec le même goût, la même texture, le même prix, il n'aura pas le choix finalement. Il ne pourra pas justifier celle qui a causé tant de tort à la planète et aux êtres vivants. Voilà, je pense que ce n'est pas utopique et on peut imaginer demain un monde sans abattoir, un monde sans prairies accaparées par des bovins, un monde avec moins d'émissions de gaz à effet de serre induites par ces élevages et ces exploitations-là. Et c'est vrai aussi pour le lait et c'est vrai aussi pour les poissons, puisqu'on peut aussi à équivalence produire des protéines similaires. Du coup, voilà. Dans 20 ans, j'imagine un monde, et j'aimerais, j'espère, et je rêve d'un monde où on puisse ne plus avoir à cautionner ça, ne plus avoir à cohabiter avec ces camps de la mort, hein, si j'ose l'analogie. C'est possible, c'est à portée de main, et je pense que ça sera une révolution qui va s'accélérer dans les prochaines années. Jean-Marc Gansil, un grand merci pour votre regard incisif, et à très bientôt à la recyclerie. Merci de m'avoir invité et pour ce débat. À très bientôt. If the whole world went organic, in 10 years, we could reverse climate change. Toutes nos émissions sont disponibles en podcast sur larecyclerie.com. Oui, mais est-ce que si moi je fais un truc tout seul, ça sert à quelque chose ?